l'après-midi, cette idée de vision commune autour d'un charisme, autour de valeurs qui nous rassemblent, qui assurent à la fois une forme de cohérence, presque une cohérence dans toutes les dimensions et dans toutes les directions, c'est-à-dire à la fois une cohérence entre tous les projets d'aujourd'hui, une cohérence entre hier et aujourd'hui, une cohérence d'itinéraires personnels avec d'autres itinéraires personnels. Bref, quelque chose qui sert de point de carrefour, on parlait tout à l'heure de tricoter, bon voilà, hein, de source. On a déjà évoqué plusieurs images. Et pour commencer, et on n'a peut-être pas beaucoup parlé d'organisation, de mise en instance, hein, comment ça se fait tout ça, parce que finalement, on pourrait dire tout ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est une belle philosophie, et alors après, hein, alors, sauf que c'est quand même très intéressant d'être d'accord sur la philosophie et sur l'esprit avant de s'attacher à autre chose. Et donc, pour commencer, je voudrais vous partager un schéma qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, moi, m'a beaucoup aidé, à la fois dans ma mission de tutelle, quand on était dans la tutelle, c'était un schéma qu'on avait travaillé à l'aide d'un cabinet extérieur à la tutelle Assomption, au moment où on se posait la question de la réorganisation des instances du réseau. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui m'habite souvent, dans différents groupes que j'anime, dans différents groupes qu'il faut faire réfléchir sur un projet commun. Ce schéma, vous allez voir, il comporte 5 parties. On va en aborder, certaines on les a déjà abordées, d'autres on va les aborder maintenant, puis certaines on en parlera peut-être un peu plus demain. En fait, c'est un schéma qui propose 5 aspects qui vont servir à mettre en œuvre un projet cohérent. Finalement, c'est peut-être ce qu'il nous faut. Et alors, c'est comme 5 passages obligés pour que finalement, on puisse avoir une organisation efficace en termes de cohérence. Le premier cercle, c'est le cercle de l'identité, de la mission, de la valeur. Nous, on pourrait rajouter du charisme, hein, de ces éléments sources qui donnent le sens à notre action, on va dire. Et là, je voudrais faire un petit rappel de quelque chose qui a été dit, mais je l'utilise pour éclairer davantage ça. Quand on a parlé tout à l'heure des citations qui se dépouillent de sens à travers les époques, je pense qu'effectivement, et c'est une prof de lettres qui parle, il faut se méfier des mots. Parce qu'avec leurs mots va leur définition. Et parfois, on utilise le même mot, mais on ne met pas la même définition dessous. Et donc, parfois, une formulation trop rapide et trop vite transmise en croyant que tout le monde va comprendre donne lieu à beaucoup de confusion. Je vous donne un exemple que j'ai rencontré assez souvent en formation et que d'autres pourront aussi reconnaître dans leur propre expérience. Si vous faites, par exemple, une formation avec des gens qui travaillent dans les cadres éducatifs, les CPE ou autres métiers actuels, dans ce domaine-là, vous leur demandez quelles sont les valeurs qui vous animent dans votre équipe. Vous avez 15 personnes en face de vous, et là, ça va être extraordinaire parce que dans les post-it que vous allez avoir des post-it qui vont revenir quasiment en 14 exemplaires identiques. Par exemple, le respect, la bienveillance, des choses comme ça. Et là, vous allez dire, et eux-mêmes vont se dire, c'est génial, on est tous d'accord, quelle communion dans cette équipe. Hein, on veut tous vivre le respect, la bienveillance et d'autres choses, d'autres belles choses. Puis ensuite, vous allez prendre une des valeurs et vous allez leur faire mettre sur les post-it ceux qui comprennent de cette valeur. Et là, désolation totale, parce que vous allez avoir autant de réponses que de personnes. Et très peu de post-it qui vont dire exactement la même chose dans la réponse. Et tout d'un coup, vous allez mettre en valeur, c'est le cas de le dire, le fait que on était d'accord sur le mot, mais pas forcément sur la définition du mot. Entre celui qui pense que le respect, c'est le respect des élèves envers les adultes, celui qui pense que le respect, c'est le respect des adultes envers les élèves, celui qui pense que respecter quelqu'un, c'est lui dire ce qu'on pense, celui qui pense que respecter quelqu'un, c'est faire attention à ce qu'on dit parce qu'on ne peut pas tout dire, vous allez avoir autant de postures et de définitions que de personnes.
Et donc, dès qu'on est dans la formulation d'un projet et des valeurs de l'identité, du charisme, quel que soit le mot qu'on emploie et quel que soit le contexte dans lequel on est, il va toujours falloir faire attention aux mots qu'on emploie, mais à la manière dont ils sont compris. Et donc, transmettre ce qui va faire vivre le projet que je sers, c'est pas seulement transmettre des mots sur ce projet, mais c'est permettre aux gens d'en comprendre le sens, pas le sens absolu, mais le sens pour nous aujourd'hui. C'est ce qui va faire peut-être qu'on va peut-être pouvoir continuer, je dis peut-être parce que j'entendais l'interpellation tout à l'heure sans aucun problème, hein, mais peut-être qu'on peut continuer à employer le mot famille dans certains contextes de nos projets avec des gens bien, bien au courant, mais à condition d'avoir expliqué ce qu'on veut dire par ce mot-là aujourd'hui. Hein, et en s'assurant, comme vous le disiez, que ça ne génère pas trop de réactions de blocage à cause d'expériences négatives. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le mot, il provoque un blocage si je le relie à une idée qui n'est pas celle que je veux mettre en valeur. Et donc, ce n'est pas seulement le mot qui fait problème, mais c'est l'idée qui est derrière. Et donc, tout ce travail dont on parle depuis ce matin et qui a abouti à cet après-midi à l'expression vision commune, c'est un travail d'appropriation de cette vision commune qu'il faut qu'on fasse quand on travaille dans une tutelle. Et pas seulement de communication au sens réduit du terme, on reparlera de la communication demain. De communication ou de transmission ou que tout le monde ait lu le papier qui comporte le projet. Et ce travail-là, c'est ça qui est fatigant et qui est un vrai défi pour nous, il est à faire en permanence. Il est à faire en permanence, pourquoi ? Parce qu'en permanence, j'ai des membres nouveaux dans mon équipe, réduite ou élargie. Parce qu'en permanence, le contexte change. Et donc, la nuance va changer. Parce qu'en permanence, je dois me laisser renouveler en fidélité avec le charisme fondateur. Et donc, ce travail de formulation et de partage de ce qui fait notre identité, je ne peux jamais considérer qu'il est fait une fois pour toutes. Et ça, c'est assez fatigant, j'avoue. Hein, c'est-à-dire que en plus, alors c'est peut-être pas votre cas encore à certains, mais quand on dure dans un réseau, parfois on a l'impression qu'on refait toujours la même chose. Hein, bah oui, mais on le refait parce que avec des personnes nouvelles, dans un contexte nouveau, avec une question nouvelle peut-être. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même nuance que celle qu'on avait mise il y a 2 ans. Et on en a besoin parce que ça nous clarifie pour nous-mêmes. Donc, ce travail-là, hein, il est primordial et c'est le passage obligé de toute organisation cohérente. Et ce qui est important, c'est ce que vous disiez ce matin, l'un ou l'autre, hein, c'est que ce n'est pas un travail qui se fait avec un petit cercle réduit de privilégiés. Ce n'est pas seulement le conseil de tutelle qui doit comprendre quelle est l'identité du réseau. On doit trouver des moyens pour que tout le monde puisse le partager, tous les acteurs. Deuxième passage obligé, et vous allez reconnaître des choses dont on a parlé, hein, ce que je présente là, c'est à la fois une synthèse et une ouverture, c'est l'écoute, la contemplation, l'accueil des attentes et des contextes dans lesquels nous vivons. Alors, avec une nuance claire, hein, c'est qu'il va falloir que je croise mon identité et les attentes. Et il y a peut-être des attentes auxquelles notre réseau ne pourra pas répondre. Parce que on a beau se refaire ou s'adapter au temps nouveau, ce n'est pas notre identité. Et donc, je redonne un exemple avec Marie-Eugénie. Hein, elle disait, à la limite, si ça peut faire plaisir aux parents, on peut faire tomber les grilles hein, de notre vie contemplative, qu'il n'y ait plus de grilles pour avoir un accès plus immédiat avec les familles.
Mais en tout cas, la vie contemplative et les structures de la vie monastique avec l'office divin, on ne peut pas le faire tomber. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qu'on peut négocier, d'autres qu'on ne peut pas. Des attentes auxquelles on peut répondre, d'autres auxquelles on ne peut pas répondre. Et ça aussi, c'est une forme d'humilité. Sachant, d'ailleurs, on ne l'a pas commenté, mais j'y reviens parce qu'on l'a commenté avec Jean-Jacques et Michel tout à l'heure dans le petit groupe, que nos charismes, justement, c'est là l'enjeu de leur complémentarité. Quand un réseau ne répondra pas à une attente, peut-être qu'un autre va y répondre. Et c'est ça la joie de la richesse. C'est d'être en complémentarité, chacun avec ce qu'on est. Mais, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, ça prend du temps d'analyser un contexte, de le regarder, de vraiment cerner les demandes, les besoins de tous les partenaires. Et alors, dans nos réseaux, en plus, une autre caractéristique, c'est que les attentes, c'est celle des familles, celle de l'enseignement catholique, celle de la congrégation, etc. Il y a plusieurs attentes conjuguées. Et donc, il faut tenir compte de tout ça. Il y a eu un aspect dont on n'a pas du tout parlé, mais on en parlera aussi demain, c'est les orientations actuelles de la congrégation. Qu'est-ce qui se passe dans vos réseaux quand il y a un chapitre général? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Si on joue la logique de la congrégation, on ne peut pas ne rien en faire, en tout cas, il me semble. Et donc, comment est-ce que ça nous nourrit, c'est ça? Ça fait partie des attentes. Parfois, un conseil général, pas une supérieure générale, un chapitre général peut avoir une attente pour la congrégation. Et nos établissements, comme membres de la congrégation, ils entrent dans cette attente-là. Donc, deuxième cercle. Troisième cercle, l'organisation. On a beau faire de la belle philosophie et travailler sur les postures et sur les valeurs, si on en reste aux valeurs et aux postures, il y a des chances qu'on ne soit jamais efficace. Parce que la question, ça va être quelle organisation on met en place pour nous assurer que la vision qu'on a, la visée qu'on a, on la met bien en œuvre. Et là, on va avoir une organisation qui est à la fois empreinte du passé, qui est un héritage, et en même temps, on va pouvoir innover dans une organisation. À un moment, un réseau peut se dire, je sens que notre organisation n'est pas adaptée aux besoins du moment. Et donc, voilà, quels sont les besoins qu'on identifie, qu'est-ce qu'on veut vivre, quelle est notre mission et quelle est notre identité aujourd'hui, et alors, qu'est-ce que ça sous-entend au niveau de l'organisation? Mais alors, c'est intéressant parce que vous voyez que l'organisation, dans ce schéma, elle arrive en troisième position. Alors, ce n'est pas forcément chronologique, mon schéma, ça peut être des fils qui se croisent pour le coup. Mais quand même, souvent, on entre par l'angle de l'organisation. Et après, on s'étonne de ne pas pouvoir arriver à faire ce qu'on veut faire. Mais si on ne s'est pas mis d'accord sur la vision qu'on a, ce qu'on vise, l'organisation a peu de chances d'être adaptée. De même que si on en reste à la vision et qu'on ne pense jamais à l'organisation, il y a peu de chances qu'un jour la vision s'incarne. Et donc, c'est forcément complémentaire. Troisième aspect. Alors, j'aime bien d'ailleurs, c'était aussi un schéma que j'avais travaillé avant d'être archiviste et maintenant, quand je le lis, je trouve qu'il prend un double sens. La communication et la valorisation. Alors, dans un schéma d'organisation institutionnelle ou managériale, il s'agit aussi de ce que je disais tout à l'heure, c'est comment je vais en permanence être dans une posture de communication des valeurs qui nous font vivre ou des valeurs qu'on veut vivre. Mais la communication, si je suis fidèle à ce que je dis depuis ce matin, elle suppose l'appropriation par les personnes. Et on y reviendra demain, ce n'est pas seulement afficher quelque chose. Donc, comment je vais être capable en permanence de permettre aux gens de s'approprier les valeurs qu'on sert, et puis comment je vais les rendre lisibles pour l'extérieur aussi. L'un ou l'autre groupe disait tout à l'heure, il y a des mots qu'on ne peut pas employer comme ça. Si je suis pour le coup, dans un acte de communication pure envers les parents, il faut bien que je choisisse mes mots. Je ne peux pas employer certains mots sans forcément
sans me dédouaner de la connotation qu'ils ont dans un contexte. Donc, comment je vais permettre en permanence aux gens, par ma communication en interne, de s'approprier l'identité, et comment je vais permettre aux gens de l'extérieur de la lire explicitement. Et en même temps, la valorisation, c'est-à-dire comment je vais en montrer la valeur. Non pas le fait qu'elle est meilleure que les autres, mais qu'elle a en soi de la valeur. Et c'est aussi la valorisation des personnes de mon organisation. Comment je vais permettre à chaque personne de mon organisation d'être consciente qu'elle a de la valeur dans cette organisation, qu'elle peut participer à la construction de cette identité commune. Deux exemples différents, mais on y reviendra aussi à plusieurs reprises d'ici demain. Est-ce que je considère, tout à l'heure, c'était intéressant dans une formulation que je n'ai pas voulu reprendre pour ne pas viser, mais ça m'a fait sourire, la formulation. Je ne sais plus comment c'était. Quand on citait les témoins dans les sources, il y avait une formulation qui disait les témoins, les sœurs, virgule, les CE, virgule, voire les profs. Alors, c'est pas du tout un jugement de la formulation, parce que je sais pas ce qu'il y avait derrière. Mais quand je l'ai lu, ça m'a fait sourire. Parce que je me suis dit, tiens, dans la formulation, il y a déjà quand même une petite hiérarchisation. Et donc, la valorisation, sans faire d'angélisme, parce que bien sûr, on comprend bien que les sœurs, certaines, sont plus formées au charisme et qu'elles peuvent être des personnes ressources, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, est-ce que je considère vraiment qu'un prof lambda d'un établissement est une valeur ajoutée à l'identité, à la mission que je veux servir? Parce que si je considère qu'il peut être une valeur ajoutée, alors je vais lui laisser un espace différent dans la construction de la vision commune. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'on va mettre de côté tout ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire qu'il va pouvoir apporter quelque chose dans la mesure où il a une certaine connaissance, etc., de l'histoire. Mais il y a aussi des gens pour le faire entrer dans cette histoire. Mais comment je vais permettre à chaque personne de se sentir partie prenante au sens qu'elle va construire avec nous le projet? On disait ce matin, partir de là où les gens sont. Un autre exemple, est-ce que dans mon réseau, il y a des formations seulement pour les chefs d'établissement et les enseignants? Ou est-ce qu'il y a aussi des formations pour les personnels de services d'entretien? Est-ce qu'il y a des formations pour l'administratif? Est-ce qu'il y a des formations pour les éducateurs, etc.? Parce que je suis dans une vision où tout le monde participe au projet commun. Et quand je dis formation, je parle de formation au charisme, bien sûr. Je ne parle pas forcément de formation professionnelle technique. Comment est-ce que je vais permettre à chacun de prendre conscience que sa place a de l'importance dans le projet final? Est-ce qu'il y a de temps en temps des journées de communauté éducative avec tout le monde, ou est-ce que c'est forcément toujours des journées pédagogiques avec les profs? Vous voyez que ça peut toucher plein de domaines. Après, le but, ça sera de justement trouver des exemples, donc je ne multiplie pas, mais vous voyez l'idée qui est derrière. Donc, comment je vais avoir le souci en permanence de la communication du projet, au sens large dont j'ai parlé, et de la valorisation des personnes dans ce projet? Parce que si j'ai ce souci-là, ça veut dire que derrière, et ça va être le sujet suivant, j'ai un souci de formation aussi de ces personnes-là. Et le cinquième cercle, il vient tout naturellement, et il a déjà plus ou moins été évoqué, même quand on a parlé d'innovation. Vous savez qu'en management, on dit qu'en fait, qu'une organisation n'est efficace que si elle est capable de se mettre en question. Et donc, c'est comment je vais permettre à une organisation de s'évaluer pour évoluer. Ce qui n'est pas la même chose que de contrôler. Ça pourra interroger, par exemple, la manière dont peut se vivre une visite de tutelle. Est-ce qu'une visite de tutelle est un acte d'évaluation pour évoluer? Ou est-ce que
c'est une descente, comme disait un de nos établissements il y a de longues années, avant même que je travaille dans la tutelle, hein, un des établissements de l'Assomption de province disait, voilà les intelligents qui descendent de Paris. Hein. Voilà. Hein. Est-ce que la visite de tutelle, c'est les intelligents qui descendent d'en haut, hein, et qui viennent nous contrôler, ou est-ce que c'est des personnes qui, avec nous, auto-évaluent un projet pour que le projet évolue et s'ajuste de plus en plus à la mission pour laquelle il est fait. Donc, je trouve que ces 5 cercles sont intéressants parce que, justement, ils permettent de revisiter nos organisations et de se dire, mais est-ce qu'on assure ces 5 cercles dans notre réseau? Et on va voir qu'on va y aller plus concrètement ensuite. Et pour ma part, je trouve que c'est intéressant de nous dire, tiens, sur quel aspect on est plus faible, hein, sur quel aspect il faudrait qu'on consolide, ou alors on n'y apporte pas assez d'attention. Hein. On est trop vite sur l'organisation, mais on a oublié de se reformuler l'identité. Ou alors on communique tellement, mais on a oublié de se dire que communiquer, c'était aussi être d'accord sur les valeurs. Voilà. Ou alors on communique seulement sur un type de personne et pas sur les autres. Et tout ça, ça va assurer la cohérence. Voilà, la cohérence, on a prononcé le mot, et Saint-Bernard, l'abbé de Cîteaux en a beaucoup parlé, hein, c'est une question d'équilibre. Alors, j'aime bien, moi, l'image, je ne suis pas très biologiste, mais hein, vous savez qu'en fait, le corps humain, il n'est jamais complètement droit. Hein, il n'est pas immobile et droit. Il est toujours en train de s'ajuster à son centre de gravité. Il tremble toujours un tout petit peu. Et en fait, peut-être que le travail qu'on a à faire, c'est d'aider les gens à s'ajuster en permanence au centre de gravité qui serait notre charisme. Et donc à faire toujours ce petit travail qui va dire, ah, on revient à ce qui nous donne l'équilibre. Et évidemment, je reviens sur ce que j'ai dit depuis ce matin, si je le fais pour le réseau, je le fais pour moi-même. Et c'est sous-entendu tout le temps quand je parle, hein, maintenant. Comment moi-même, en permanence, je m'ajuste, sachant que là, c'est joli, là, ce que je propose. Après, il y a des équilibres plus complexes à mettre en œuvre. Tous les équilibres ne sont pas linéaires. Parfois, il y a des cailloux de tailles différentes, etc. Des accidents de parcours. Il faut tenir compte de... Mais en tout cas, c'est une question de cohérence et d'équilibre. Alors, dans nos réseaux, il y a des mots qu'on emploie. Parfois, je ne sais pas si dans les journées de formation précédentes, vous avez eu l'occasion d'approfondir ces termes. Mais en tout cas, il y a des mots qu'on emploie qui sont des mots qui désignent notre responsabilité de tutelle et sur lesquels il est intéressant de s'arrêter pour essayer d'y mettre un contenu. Parce qu'effectivement, dans les moyens qu'on a, je vais arrêter de partager, non, je vais changer ma forme d'écran, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Dans ces mots qu'on emploie, comme celui de gouvernance, comme celui d'accompagnement, comme celui de formation, il y a des nuances qui sont des moyens, des instances parfois. Et ça serait intéressant de se dire, mais dans mon réseau, on en est où par rapport à ces notions-là, à ces exercices-là, à ces actes-là? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer par prendre peut-être 1 ou 2 minutes pour que chacun note, pour chacun des 3 termes, comment il le définirait. Qu'est-ce que c'est la gouvernance? Qu'est-ce que c'est l'accompagnement? Qu'est-ce que c'est la formation? Je pense que je ne pose pas la question parce que je pense que la réponse est assez évidente pour dire qu'on est tous conscients que dans nos missions de tutelle, on a la préoccupation de ces 3 aspects-là, entre autres. Donc peut-être qu'on peut prendre un temps pour que chacun écrive quelques mots, puis ensuite on pourra ensemble mettre des choses dans les colonnes pour voir ce qu'on y mettrait comme groupe. Je donnerai la parole à ceux qui le souhaitent.
Alors peut-être qu'on peut commencer. Oui. Qui aurait envie d'apporter quelque chose sur la gouvernance, par exemple? Comme je ne peux pas partager et avoir tout le monde sur mon écran, surtout n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez. Moi, j'ai entendu dans le mot gouvernance le mot gouvernail. Quelqu'un qui est au gouvernail pour tenir le cap. Piloter. Comment? Piloter. Donner une direction, des pistes pour vivre le charisme. Autoriser. Marcher avec. Identifier. Est-ce qu'il peut y avoir un complément à identifier ou... Identifier peut-être les rôles et responsabilités des acteurs, identifier les acteurs. C'est une mise en cohérence. Je dirais observer avant d'agir. Alors ça, c'est plus un conseil d'action, hein, on est d'accord? Oui, oui, c'est vrai. Je ne l'écris pas pour pas trouver le message, mais Okay. je suis d'accord. Hein. Un cadre. Discerner. Susciter. Mettre horizontal et vertical. Moi, je mettrais co-responsabilité. On va faire la même chose pour accompagnement. Être aux côtés. Être à côté. Moi, c'est là que je mettrais marcher avec. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 La personne qui l'a mis dans gouvernance est d'accord pour qu'on le change? Oui. D'accord. Merci. Et moi, j'ajouterais marcher avec au même rythme. Écoute et dialogue. Lieu de ressources. Présence. Pardon? Présence. Je n'ai pas très sûr. Motoriser. Non, comme un moteur. Ah oui, d'accord. Guide de montagne. Contempler.
Encourager. Reconnaître. Observer. Relever. L'équilibre. Relever, Anthony, c'est au sens de relever ce qui était abaissé ou relever, reconnaître? C'est juste pour être sûr. C'est plus au premier sens. Oui, voilà, c'est juste pour. Éclairer. Appeler. Partager ses expériences. Effacer. Être patient. J'arrive, hein. Justement, ça va avec être patient. C'est bon. Comprendre. Aider à retrouver Refixer le- l'équilibre. Pardon, aider à Retrouver l'équilibre. et l'autre personne? Fixer ou se refixer le cap. Rappeler. Ah, Rencontrer. Faire route avec. Être avec. on passe à la formation? Discerner, j'aurais dit aussi. Ah oui, je le rajoute. On l'a mis. Il a été. Oui. Déjà dit? Par contre, Ah, pardon. j'ai oublié s'effacer que j'ai pas mis. Je vais pas. Ça va? On peut passer à discerner. Je crois pas qu'on l'ait mis pour accompagnement, hein, ceci dit. Non, on l'a mis pour gouvernance. Oui. On l'avait mis pour gouvernance. Ouais. Ça va? On passe à la formation? Mhm. Donner des outils. Ici, je capte très mal. Donc, demain, comme tout niveau, on a Internet à la maison, je resterai à la maison déménager. Je resterai à la maison parce que. Célébrer. Célébrer, c'est ça? C'est ça, célébrer. Variable d'ajustement.
Donner du sens. Connaître et se reconnaître. S'approprier. Acquérir Valoriser. Acquérir. des compétences. Une vision commune. Point d'interrogation. Valoriser. Obligation Chercher. ou désir. Ou désir, oui. Participer. Chercher. Ah, alors, chercher, c'est ça? Ouais. Et Participer. En écho à vision commune, vision partagée. Se décentrer. S'interroger. Aller au cœur. Se ressourcer. Modernité. pardon? Modernité. Capitaliser. Ça, Capitaliser. S'ouvrir. Se transformer. Voir ailleurs. Se développer. Relier. Dans ce cas, apprendre. Progresser. J'aurais plutôt rajouté se laisser transformer que se transformer. on est d'accord? Oui, j'avais donné le mot avant. Donc. Ah oui, pardon. On va pouvoir s'arrêter là, je crois. Hein. Alors, pareil, vous recevrez tous ces mots. Ça serait intéressant d'ailleurs, peut-être dans les petits groupes tout à l'heure, que vous puissiez même y revenir, ou voir s'il y en a un qui vous a interpellé. Alors, je m'étais prêtée à l'exercice de manière un peu plus systématique. Du coup, je vais vous partager ce que j'avais fait, pas du tout pour revenir sur ce que vous avez dit, qui est à prendre tel quel, mais pour proposer quelques pistes de réflexion. Et pour aller sur la définition des notions peut-être un peu plus systématique, du coup, qui est beaucoup moins séduisante dans sa formulation. La gouvernance, c'est la mise en œuvre d'un ensemble de dispositifs pour assurer une meilleure coordination des parties prenantes d'une organisation. Alors, on a parlé de cohérence, coordination. Chacune détenant une parcelle de pouvoir afin de prendre des décisions consensuelles et de lancer des actions concertées. Donc, vous voyez que se retrouve, il n'y a pas le mot piloter, mais vous avez vu que j'ai mis le gouvernail qui indique bien cette idée de pilotage. On est bien sur quelque chose qui est de l'ordre de la concertation
Et on est quelque chose qui est sur de l'ordre de la définition des orientations. Hein. Alors, à partir de cette définition, des attitudes ou des postures de gouvernance qui vont être importantes, ça va être celle de définir les orientations communes dans une réalité complexe. Pour l'expérience que vous avez déjà, vous savez que c'est un grand défi. Et en même temps, ça va être très important que, comme autorité de tutelle, comme délégation de tutelle, on puisse à un moment livrer ces orientations communes. Sans tomber dans l'illusion que si on ne les livre pas, les gens vont les inventer eux-mêmes. Ou sans tomber dans l'illusion qu'il faut tout co-construire tout le temps. Il y a une place de gouvernance à assurer, qui est la place de celui qui, à un moment, permet l'élaboration d'orientations communes. Alors évidemment, dans la manière de faire, il y a des manières de faire plus ou moins collaboratives, mais à un moment, on ne peut pas se défiler de cette responsabilité-là. C'est vrai des délégués de tutelle, c'est encore plus vrai des autorités de tutelle. Une congrégation ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité de formuler des orientations. La gouvernance, c'est elle aussi qui va permettre des vraies prises de décision, une prise de décision effective. Et on sait bien que, là encore, si on prend tous les mots que vous avez dit, qui est d'écouter, de partir de la réalité, de prendre en compte la réalité, certaines décisions, il va falloir les assumer aussi. C'est-à-dire que prendre le temps de partir de la réalité, comme je l'ai mis d'ailleurs, prise en compte de la réalité, ça n'empêche pas que certaines décisions soient difficiles à prendre. Et ça n'empêche pas que certaines décisions ne soient pas toujours acceptées à 100% par tout le monde. Effectivement, si je suis dans un concept de gouvernance, je vais être plutôt dans un contexte de concertation, de réflexion en commun. D'où la question, dans mon réseau, quels sont les espaces de concertation? Avec les chefs d'établissement, par exemple. Si un réseau rencontre ses chefs d'établissement, enfin, c'est une équipe de tutelle, rencontre les chefs d'établissement une fois par an, 2 heures, est-ce qu'on peut considérer que l'espace de concertation suffit, si c'est là l'espace de concertation? Ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres espaces de concertation. Parce qu'une fois par an, 2 heures, ça ne va pas suffire à faire le travail de fond dont on a parlé depuis ce matin. Donc, la question, c'est quels vont être les espaces de concertation dans mon réseau? Pilotage et évaluation, vous l'avez dit, une évaluation dans la perspective de l'évolution, comme vous l'avez dit aussi et comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, évidemment, elle va supposer la connaissance du terrain. Alors, ça aussi, c'est assez... on a tellement insisté sur le contexte depuis ce matin que je pense qu'on doit avoir tous en tête. Comment est-ce que je m'assure que les personnes qui ont une responsabilité dans la tutelle, qu'elles soient déléguées tutelle ou qu'elles soient référentes tutelle, comme ça existe dans certains de nos réseaux, ont une connaissance suffisante du terrain sur lesquels elles exercent leur responsabilité. Alors voilà, la gouvernance, ça implique ces notions-là, plus toutes celles que vous avez citées. C'est pour ouvrir des pistes et essayer de cerner ce mot-là. Ça n'a pas la prétention d'être complet. Il y a forcément des choses à ajouter. L'accompagnement, il recouvre des réalités très diverses. En management, c'est les techniques à la fois pédagogiques et managériales pour favoriser la montée en compétence d'un collaborateur et lui permettre d'atteindre les objectifs fixés en donnant le meilleur de lui-même. Vous l'avez souligné d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va partir de l'endroit où est la personne et on va la faire progresser. On est plutôt dans une démarche individuelle que collective. J'accompagne une personne
C'est plus compliqué d'accompagner le groupe des chefs d'établissement ou le groupe des professeurs principaux. Et elles peuvent être réalisées par le manager. Mais vous voyez bien que celui qui est en position de management, à ce moment-là, il n'est plus dans sa position de gouvernance. Il a changé de posture. Et c'est ça que l'exercice de cet après-midi, enfin ce travail-là est destiné à vous faire comprendre, c'est que dans votre responsabilité de tutelle, vous devez varier les postures. Et quand vous êtes en position de gouvernance, vous n'êtes pas tout à fait en position d'accompagnement, même si les deux postures sont complémentaires. Vous pouvez exercer l'une et l'autre comme responsable de tutelle, à condition d'être bien au clair sur la posture que vous occupez à un moment donné. Alors l'accompagnement, il implique, je commence par la fin, une certaine gratuité. En réalité, si j'étais absolue dans la définition de l'accompagnement, et c'est certainement pas les personnes qui viennent d'un réseau ignatien qui vont me contredire, je dirais que n'est accompagné que la personne qui veut être accompagnée. Donc il y a une forme de choix de la personne que j'accompagne, qui va me faire confiance comme accompagnateur. Ce qui est la différence avec la gouvernance. Si je suis l'autorité de tutelle d'un réseau, le chef d'établissement qui a signé un contrat dans ce réseau, il ne peut pas dire « ton autorité est en option ». L'accompagnement, c'est plus complexe parce qu'effectivement, il y a cette forme-là de gratuité. Et il nécessite une confiance sur un chemin. Il nécessite un dialogue personnel et une écoute, hein, vous l'avez souligné. Il va pouvoir passer par des échanges d'expérience, des analyses de pratique, des retours d'expérience, des recherches ensemble de solutions. Alors, ça peut se faire par celui qui a l'autorité, mais ça peut aussi être entre pairs, hein, entre chefs d'établissement, entre référents de tutelle. Et ça va, à la différence de la gouvernance qui va donner les orientations et qui va quand même à un moment demander à ce que les gens entrent dans les orientations qu'elle va partager, l'accompagnement rejoint l'autre là où il en est et part de ce qu'il est. Et il va aider la personne, à partir de ce qu'elle est, à rejoindre ce qu'on attend. Mais vous voyez que ce sont deux postures différentes. Et deux postures dont on a besoin dans une tutelle. La question qui est derrière toujours, hein, qu'on va aborder juste après, c'est est-ce qu'elles sont assurées, ces postures-là, dans vos réseaux? La troisième, hein, c'est la formation. Bien sûr, elle permet à une personne d'acquérir des compétences, des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire pour une plus grande efficacité. Mais j'ai mis un préalable parce qu'il me semble important. Il me semble que, eu égard à tout ce qu'on a dit depuis ce matin, dans nos réseaux, la formation comme responsabilité de tutelle, hein, qui nous revient vis-à-vis du réseau comme responsable de tutelle, elle doit forcément croiser la formation continue professionnelle avec la formation au projet, au charisme et au sens. Je peux toujours faire une formation sur les réseaux sociaux pour qu'on connaisse mieux le monde des jeunes et ce qu'est WhatsApp, Viber, Twitter, Instagram et autres TikTok. Hein. Ça va toujours permettre aux éducateurs d'être plus efficaces. Mais si c'est une formation qui s'enracine dans ce souci dont on parle depuis ce matin, de permettre aux personnes d'exercer leur profession à la lumière d'un charisme, même dans cette formation-là, il va falloir que je croise les fils, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du charisme et de l'acte professionnel. Et donc, je ne vais pas pouvoir confier la formation à quelqu'un de complètement extérieur.
il va venir me faire une formation technique très bonne sur les réseaux. Si un expert vient, il va falloir que je le travaille avec lui, hein, ou que quelqu'un du réseau le travaille avec lui. Et donc la formation, au sens de nos réseaux, hein, elle permet à une personne de découvrir le sens du projet, les contours du charisme, et par là de donner du sens à son action ou à son engagement, une action professionnelle. Je me souviens de plusieurs fois avoir fait l'expérience dans une formation pour les professeurs principaux, d'avoir lu des évaluations de formation où les participants disaient je venais pour acquérir des compétences techniques pour être professeur principal, comment animer une concertation, comment rédiger une appréciation, comment animer le conseil de classe. Je l'ai reçu, mais en plus, je repars avec une passion pour cette mission, avec le désir de m'y engager davantage, avec un sens plus profond, avec le désir de continuer alors que je me demandais si je n'allais pas arrêter. C'est-à-dire, même si la personne vient pour un temps professionnel, si je suis dans une formation du réseau, ce que je vais lui apporter, c'est aussi une compréhension du sens de sa mission, de son métier compris comme mission. Et dans nos réseaux, bien sûr, elle va aussi viser à développer la connaissance de soi, les ressources intérieures, voire spirituelles. Alors bien sûr, hein, elle nécessite des compétences techniques sur la profession visée et des compétences de formation. C'est juste pour ça que ce matin, quand Jean-Jacques m'a présenté comme archiviste, hein, quand je me suis présentée après, j'ai dit un peu mon parcours, pas pour montrer mon parcours, mais juste pour que vis-à-vis de vous, mon expérience justifie le fait que je parle de tutelle, par exemple. Sinon, on pourrait se dire qu'est-ce qu'une archiviste va venir nous raconter sur la tutelle. Et donc, la personne qui pose un acte de formation, il faut qu'elle ait quand même une compétence technique sur la profession visée, sur les compétences visées. La personne ou une des personnes de l'équipe de formation doit avoir une connaissance du terrain et du charisme. Là encore, hein, en formation, on va partir de là où est l'autre et partir de ce qu'il est. Et puis la formation, sa particularité aussi, c'est qu'elle passe par des modalités assez spécifiques. Il y a un temps pour la formation, il y a des outils, il y a des procédés d'appropriation, vous l'avez dit. Une conférence n'est pas une formation. Un congrès, s'il ne s'est pas interrogé sur les outils qu'il utilise, n'est pas une formation. C'est un acte d'animation du réseau. C'est encore un mot qu'on n'a pas mis sur la liste, mais qu'on aurait pu rajouter. Ce qui est sûr, hein, c'est que ces trois aspects-là vont permettre de travailler le lien entre mon action dans un réseau ou dans un établissement et le lien avec le charisme, et que c'est là, dans ces trois exercices-là, dans ces trois postures-là, que va se jouer l'équilibre entre fidélité et créativité, entre continuité et transformation. Je préfère effectivement, moi aussi, se laisser transformer que me transformer. Mais dans les trois cas, je peux être agent de transformation à la lumière d'un charisme. C'est juste trois manières différentes de travailler à la transformation. Cette transformation, elle va être à la fois communautaire et personnelle, et suivant les cas, elle va être plutôt communautaire ou plutôt personnelle, ou elle va passer par une transformation personnelle pour atteindre une transformation communautaire. Ou une transformation communautaire va engendrer une transformation personnelle. Et je l'ai déjà dit, hein, les postures sont différentes, mais nous devons nous-mêmes passer parfois de l'une à l'autre. Alors, on peut prendre un petit temps là, à brûle pour point, hein, peut-être pour échanger. Finalement, on va peut-être le faire en groupe.
et puis je reprendrai après la question de la formation avec le temps qu'on a, je préfère. Pour se demander, si mon propos a été assez clair, dans nos réseaux, quels sont les outils dont on dispose ou les instances dont on dispose pour exercer ces 3 postures de gouvernance, d'accompagnement et de formation. Peut-être que dans certains réseaux, il y a un centre de formation, peut-être qu'il n'y en a pas dans d'autres. Peut-être que dans certains réseaux, il y a une collaboration au sujet de la formation, qu'il y a des gens chargés de la formation parce qu'il y a un conseil d'administration pour la formation, sans qu'il y ait de centre de formation. Peut-être que dans certains réseaux, il y a un délégué tutelle, dans d'autres, il y a des référents tutelle, dans d'autres, il y a des gens qui accompagnent à distance. Quels sont les outils que j'ai dans mon réseau qui permettent d'exercer ces 3 éléments-là? C'est clair? Ça va? Je propose de réouvrir les mêmes salles que celles de tout à l'heure, oui. Donc de façon à ce que vous puissiez engager rapidement l'échange sur, il est 17h20, un quart d'heure, Véronique? 20 minutes, 20 minutes. Jusqu'à 17h40, 20 minutes. Donc je vous invite à répondre positivement à l'invitation qui vous est adressée. Merci. Je suis puni, Jean-Jacques, ou... on a isolé, entre guillemets, les 2 troublions du fond de la classe, là, en fait. Et je te ferai remarquer que je n'ai pas dit grand-chose. Mais on t'a entendu pour autant, si tu veux. Tu étais dans quel groupe, s'il te plaît, Ronan? J'étais avec Shaïla, Marie-Jo. Ça marche. Chantal également est punie. Chantal, tu étais avec? Moi, j'étais à Lourdes. Ah oui, donc tu n'étais pas affecté du tout. Exact. Aussi, je suis punie. Oui, Isabelle également. J'étais dans le groupe 1. J'étais dans le groupe 1. Merci. Donc Chantal, hop, je vais t'envoyer dans le groupe 2. Merci. Et j'invite Sylvie à bien vouloir rejoindre son groupe dès que ça lui sera possible. Le groupe 2.
Je disais, Jean-Jacques, que je partirai à 6h pile parce qu'on a la messe à 6h. D'accord, très bien. De toute façon, il va y avoir juste une petite remontée et il ne faut pas non plus qu'on prolonge au-delà de… Non, non, il faut s'arrêter à 6 heures. Et en disant que de toute façon, on a la journée de… Il y a demain, il y a après-demain. Tu voulais qu'on se parle un peu pour vendredi? Oui. D'accord. Parce qu'en plus, c'est des notions tellement complexes qui nécessitent aussi qu'on y revienne par différents… Oui, oui, tout à fait. Puis, on en parlera tout à l'heure. Tu me diras un petit peu ce que tu en penses par rapport à l'exercice que j'aimerais travailler avec eux vendredi, si ce n'était pas trop complexe, autour de accompagnement, visite de tutelle et évaluation de l'établissement, qui nous invite là aussi à réinterroger nos pratiques, peut-être à les renouveler, une façon de se laisser déplacer en tout cas. Oui, ben c'est sûr que si on relie ces pratiques-là à la lumière de ce qu'on a travaillé aujourd'hui et demain, normalement, les curseurs vont se déplacer un peu. Oui. Oui, vendredi, on peut faire ça. Voilà, désolé une nouvelle fois pour la brutalité du retour en assemblée, mais c'est une… je présente des excuses de pure forme, vous le voyez bien. Oui, parce qu'en même temps, tu as une mine réjouie, Jean-Jacques, à chaque fois. Hein, Pour que les sadiques et grâce au distanciel peut s'exercer, en fait. Ben, tu vois, je me révèle, en fin de compte, je me révèle. Non, mais tu vois, mon sourire, Christophe, c'est le fait de te retrouver. Et comme on partage une couleur commune, un t-shirt, d'autant plus en empathie, voilà, tout simplement. Donc, la question qui nous était posée, que vous avez pu travailler, sur laquelle vous avez pu échanger, c'est quels sont les moyens dont nous disposons au cœur de l'exercice de la tutelle. Alors, moyens de formation, moyens d'accompagnement, moyens de gouvernance, bon, ils sont larges. Peut-être dans cette remontée, pour ne pas non plus déborder le temps qui nous est imparti, parce que voilà, on a passé déjà une bonne journée ensemble, peut-on centrer nos échanges autour de ce qui a trait à la gouvernance et à l'accompagnement de la dynamique commune? Comment, au cœur de notre exercice de tutelle, les moyens de la gouvernance, de cette dynamique commune, nous permettent de développer voilà, cet esprit commun, comment déployer également le charisme comme outil, comme levier de discernement pour que les chefs d'établissement rentrent aussi dans cette culture partagée et qu'ils soient outillés pour discerner et orienter leur action, comment au cœur de leur établissement eux-mêmes sont voilà, pleinement à même ensuite de porter le réseau, sa dynamique, le charisme. Est-ce qu'il y a sur cet aspect-là de la gouvernance, de l'accompagnement de la dynamique commune, des éléments que vous souhaiteriez nous partager, qui ont fait l'objet de vos échanges? N'hésitez pas à l'évoquer. Je vais y aller sur 2 points. On s'est posé la question de… En fait, nous, on est plus… on a des questions, en fait. Très bien. Après les échanges qu'on a eus, autour du charisme, on s'est posé la question de quelque chose qu'on fait maintenant de plus en plus, c'est-à-dire on relie charisme et geste professionnel, donner du sens au geste professionnel par l'esprit, et se poser la question pour l'un d'entre nous et qui a résonné de la gratuité aussi de vivre l'esprit gratuitement, d'en vivre, de vivre des textes, voilà. Bien sûr que ça va aller du coup nourrir nos gestes et notre agir, mais aussi cette gratuité d'un charisme vécu plutôt qu'appris ou transmis. Bon, il y a quelque chose autour de ça qui nous a travaillé. On a aussi questionné la gouvernance entre autorité de tutelle, délégué de tutelle, hein, la place de chacun, l'autorité étant dans une posture d'accompagnement
de recul, de retrait ou pas. Voilà. Donc, il y a ce positionnement qui nous a travaillé, comment ça s'ajuste. Et puis, il y avait une dernière question. Ah oui, très importante. C'est-à-dire qu'avec Véronique nous a dit qu'on pouvait passer d'une posture à l'autre. On n'en est pas si sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas si sûr que ce soit possible. Alors, passer de l'accompagnement à la formation, oui. Mais est-ce que c'est bon qu'on ait toutes les casquettes? Voilà. Alors, juste, je réagis à deux choses. La première chose que tu as dit, ça fait référence à ce qu'on disait ce matin, hein, bien sûr. Vous voyez bien qu'on est allé un peu plus dans le concret de ce qui peut définir une mission de tutelle, mais qu'on garde en mémoire ce qu'on a dit ce matin, qu'un charisme, ça se partage avant de se transmettre. D'ailleurs, je disais, Shaina, tu ne l'as pas entendu, mais que je n'étais pas à l'aise avec l'idée de transmission, que je préférais l'idée du partage, hein, et donc de l'expérience. Et bien sûr, hein, prendre conscience que ce qu'on vit avec les gens fait partie de ces responsabilités de partage du charisme, c'est très important. Parce que justement, la question qui est derrière, c'est est-ce qu'on vit quelque chose avec les gens? Ou est-ce qu'on est toujours dans une posture à côté, au-dessus, mettons-nous là où on veut, mais et il faut justement, la question, c'est est-ce qu'on vit, est-ce qu'on partage des choses à certains moments? Et quels sont les espaces de partage? Ça, c'était bon, c'est facile parce qu'on en a parlé ce matin et vous pouvez faire référence à ce qu'on a dit ce matin. Par rapport à la dernière question sur les postures, juste pour préciser, et ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis, je pense que bien sûr, le délégué de tutelle n'est pas l'accompagnateur permanent, ni le responsable du centre de formation, ni le formateur professionnel. Par contre, que dans l'exercice de la fonction de délégué tutelle, on ait à varier les postures, ça me semble indispensable parce que suivant si on est tout seul avec un chef d'établissement dans son bureau et que tout d'un coup, à un moment, il nous fait une confidence parce que dans le cadre, je sais pas moi, d'un compte rendu de visite de tutelle, il va tout d'un coup se confier sur un aspect périphérique. Il y a un moment, pour un temps, peut-être très court, il va falloir qu'on change de posture. Et c'est dans ce sens-là que je disais qu'on soit conscient qu'à ce moment-là, pendant les 10 minutes qui vont suivre, on va être dans une autre posture. On ne va pas devenir pour autant l'accompagnateur officiel permanent, on va même d'ailleurs pouvoir renvoyer à quelqu'un qui a ce rôle-là et dire, écoute, là on peut en parler 5 minutes si tu veux, mais après tu pourras en parler avec un tel. Idem pour la formation. Oui, je comprends mieux. Oui, on comprend mieux. C'était ça, hein, c'était la posture qu'on variait, pas la fonction. Que tu comprends le danger d'avoir toutes les casquettes. C'est la posture et pas la fonction, en fait. Hein, c'était ça. Merci Shaina pour cette première remontée. Est-ce qu'il y a toujours sur ce sujet de la gouvernance, de la dynamique commune, des questions que cela suscite? Voilà, d'autres remontées ou d'autres questions? Ou des partages d'expérience. Tout simplement, oui. Oui, pour la dynamique commune, je veux bien parler un peu pour notre réseau jésuite. Alors en ce moment, c'est un peu des périodes de désolation, mais tout ce qui est journée réseau, qui peuvent être vécues régionalement, nationalement, bien sûr avec des thématiques qui sont réfléchies, travaillées, etc., c'est extrêmement précieux en fait. Je vois que ces moments-là, c'est là qu'il y a comment dirais-je, ça recharge les batteries, on sort de son établissement, on partage avec des pairs. Il y a à la fois l'aspect, je dirais, formel de ce qui est prévu et organisé pour nourrir ou réfléchir ensemble. Et puis il y a tout l'informel qui est extrêmement précieux et qui crée cet esprit de famille dont on parlait tout à l'heure. Voilà. C'est pas pour se jeter des fleurs, mais il y a plusieurs nouveaux chefs d'établissement qui m'ont dit, mais c'est super ces moments-là, quoi. Voilà, parce que je n'avais pas vu ça ailleurs ou dans mon expérience précédente, il n'y avait pas vraiment ça. Donc, je crois qu'il faut avoir, pour reprendre le mot de Shaina, il faut aussi avoir des temps comme ça qui sont des temps de gratuité, des temps organisés puis des temps de gratuité où des choses, des relations se tissent
Et ce qui fait qu'aussi, entre pairs, après, si un tel ou une telle a une question sur professionnelle, eh ben, elle n'hésitera pas à demander à un chef d'établissement du réseau, sans m'en parler, ce que je trouve très bien. Voilà, Je trouve très bien. exactement. Ouais, je vois un petit message de Guillaume là, qui dit le messager est le message. Je dirais l'organisation et le fonctionnement de la gouvernance, c'est aussi le message du charisme. Et effectivement, si la gouvernance elle-même n'est pas dans un positionnement d'accompagnement des personnes, ça va être très très difficile de faire vivre, de vivre les trois colonnes, hein, ça c'est sûr. Et l'organisation de la gouvernance peut être contradictoire avec la visée. C'est arrivé. Je ne veux pas rentrer dans des secrets, mais on nous a décrit par exemple un réseau dont la visée c'était justement de faire réseau. Mais le réseau était organisé que chaque établissement avait un seul référent et il se créait une espèce de binôme entre l'établissement et son référent qui l'enfermait. Et en fait, l'organisation de la gouvernance faisait qu'ils allaient à l'encontre de la visée commune, quoi. Donc, je suis d'accord avec Guillaume. On peut l'élargir, ton message, Guillaume. Il n'y a pas que le messager. Il y a la forme même de l'accompagnement, la forme même de la formation, la forme même de la gouvernance. Elle doit être en cohérence totale avec la visée. Juste pour inviter Christophe à préciser, quand il parle de ces, voilà, des journées réseau, pour vous, dans le réseau jésuite, compte tenu de l'expérience qui est la vôtre autour de ces journées réseau, quel est le nombre de journées qu'il vous est apparu nécessaire de proposer pour que justement cette qualité de réseau, cette gratuité, cette capacité à créer des liens puisse se mettre en place, s'instaurer? C'est quoi votre pratique actuelle? Je n'ai pas un gros recul historique, hein, mais pour l'instant, et puis on va faire abstraction du Covid qui dégrade les réunions. Mais il y a 2 journées et demie en novembre autour de l'AG, mais enfin l'AG, elle est statutaire, elle n'occupe pas l'essentiel de ces journées. Il y a également 2 journées de séminaire des chefs d'établissement. Alors, les journées de novembre, c'est avec les présidents, les chefs d'établissement, enfin c'est assez large, hein, les représentants de tutelle, l'équipe nationale de tutelle. Donc, c'est assez large. Les séminaires des chefs d'établissement, donc de janvier. On a une journée annuelle chef d'établissement et APS. Et on a 2 journées annuelles par région qui, elles, sont à géométrie variable avec systématiquement les chefs d'établissement, mais il peut y avoir les présidents ou pas, les présidents des immobilières ou pas, et les représentants de tutelle. Donc, là, le schéma est assez variable selon les problématiques qu'ils veulent travailler régionalement, et c'est eux qui les fixent, hein, ce n'est pas le national. Ils composent un peu le tour de table. Voilà. Et puis, il y a aussi des groupes de travail, enfin, je ne vais pas rentrer mais pour faire réseau, on a aussi 2 groupes de travail qui tournent actuellement sur la réforme du lycée et la formation professionnelle et l'apprentissage. Voilà. Et certains m'ont demandé aussi qu'on réinitie 2 groupes de travail sur les internats et sur les collèges. Et là, ça serait du coup avec des adjoints ou des responsables d'internat. Merci. On voit bien que pour faire réseau, pour créer cette dynamique, il faut du temps. Alors, d'un réseau à l'autre, le temps accordé peut être différent, mais il y a à la fois, tu l'évoques, hein, des contenus très, très, très professionnels qui ancrent dans la mission qui est la nôtre, et puis cette capacité à tisser des liens et à s'inscrire dans une vie de réseau et de liens tissés, de gratuité, de vécu partagé. Oui, je t'en prie, Véronique. Je rebondis juste sur un point que disait Christophe à la fin, qui a été mis en valeur dans vos réponses sur l'accompagnement et qu'on a repris après dans la petite équipe, sur l'importance de confier des responsabilités ou des groupes de travail ou des groupes de partage. C'est-à-dire, il y avait appelé dans accompagner dans l'accompagnement tout à l'heure. C'est-à-dire parfois le fait de proposer à quelqu'un du réseau de participer à un groupe de travail sur un thème ou de lui proposer l'animation d'une journée réseau ou d'un groupe d'élèves. Nous, par exemple, à l'Assomption, on a des conseils nationaux de collégiens, de lycéens, des choses comme ça. Ça permet de diffuser, de vivre une expérience ensemble pour le coup et de faire
diffuser le projet commun. Et donc, le fait de confier des responsabilités à différentes échelles et à différents niveaux et de rendre les gens partie prenante de la construction de ces journées-là ou de ces propositions-là est aussi une manière de partager et pour eux de s'approprier. Est-ce qu'il y a encore une intervention avant qu'on ne puisse clore cette journée? Je ne voudrais pas couper le sifflet à qui que ce soit. Tu l'as déjà fait plusieurs fois, alors tu peux... Oui, mais justement, j'essaie de me racheter, tu vois bien. Ronan qui rallume son micro. Il n'est pas conscient, il a rééteint. Ah non. Je t'en prie, Ronan. Oui, c'était une erreur. C'était une erreur. Bon, merci pour ce partage. Voilà, on arrive au terme de cette première journée, une journée déjà dense, où Véronique nous a tiré le fil. J'espère que vous n'êtes pas trop accablés par la journée. Donc on la poursuivra demain avec des accents qui n'ont pas pu être développés parce qu'on ne souhaitait pas en rajouter autour de la formation notamment. On reprendra particulièrement cet accent demain. Et puis, bien entendu, de ce que vous avez pu découvrir dans le programme sur le désir, et puis les postures associées et la communication et la mise en réseau du charisme. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, de bien vous reposer. Et puis, j'en profite pour vous rappeler peut-être de jeter un petit coup d'œil sur le texte du chantier numéro 1 que je vous avais adressé mardi dernier, les 3-4 pages qui seront discutées lundi prochain. Voilà, simplement pour recueillir un petit peu ce qui vous semble dans cette copie-là un essentiel. On démarrera la journée de demain autour de ce travail, de cette production. Excellente soirée à chacun et puis au plaisir de vous retrouver demain matin 9 h. Michel ne sera pas des nôtres puisqu'il accompagne une mission que l'URSSEC réalise auprès d'un réseau et donc sera dédié toute la journée de demain à cette mission. Bonne journée Michel et puis au plaisir de retrouver chacun d'entre vous demain. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. À demain.